En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le maire de Cannes, David Lisnard. C'est l'une des nouvelles figures montantes de la politique, au point que certains le voient déjà comme l'un des outsiders de la prochaine présidentielle. Le journaliste Quentin Auster lui consacre un livre de portraits et d'entretiens intitulé « Le réveil de la droite ». Alors David Lisnard peut-il vraiment sonner le réveil de la droite ? A-t-il des ambitions nationales ? Mais surtout, quelle est sa vision de la France, ses combats ? Est-il libéral, conservateur ? Mène-t-il une bataille civilisationnelle ? Tout de suite les réponses de David Lisnard en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Commençons peut-être par la tribune que vous venez de signer pour le quotidien L'Opinion. Ce mercredi, on vous attendait sur la réforme des retraites et vous avez décidé de nous parler de l'intelligence artificielle, puisque vous avez signé une tribune sur le logiciel ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, malgré ces plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est effectivement un logiciel d'intelligence artificielle qui répond à toutes nos questions. Vous écrivez dans cette tribune: nos dirigeants politiques attendent la vague au soleil sur la plage en devisant sur le sexe des anges qui partent à la retraite et la pénibilité des métiers en voie de disparition. Pourquoi nous parler de ChatGPT et pourquoi est-ce un enjeu si important, plus important peut-être que la réforme des retraites selon vous ? C'est un enjeu plus important parce que c'est un enjeu à la fois économique. L'intelligence artificielle aujourd'hui, au-delà de cette IA générative qui est ChatGPT, c'est plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ça va être exponentiel. C'est un enjeu stratégique. Toutes les rapports de force, les géographiques, la géopolitique, militaire vont être bouleversés. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu géostratégique, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu ontologique sur la nature humaine. La machine a augmenté la capacité humaine et a remplacé la force humaine. Et Cécile Stroche-Bonnard en parle très bien d'ailleurs dans ses nombreux ouvrages. Mais la machine va remplacer le cerveau. La science-fiction traite de ça depuis très longtemps, mais aujourd'hui ça devient une réalité et on en est qu'au début. ChatGPT qui est très troublant. On a bien vu que sur des tests pour des étudiants, les copies rendues par l'intelligence artificielle étaient supérieures à celles des étudiants et n'étaient pas décelables, détectables facilement. Mais ce n'est que l'âge de pierre. Donc c'est un changement extraordinaire. On va se soigner par l'intelligence artificielle. On va régler le problème du cancer, on va s'attaquer au problème de l'écologie, on va régler le problème climatique. Sauf que le revers de la médaille éthique, il est proportionnel à ses potentialités. Le 21e siècle, pour résumer, sera ce siècle de l'intelligence artificielle, comme le 20e siècle a été le siècle de l'industrialisation, avec la sortie d'un milliard de personnes de la pauvreté, de la famine, par l'industrialisation, l'agriculture intensive, mais aussi avec la mort industrielle, qui était le revers de la médaille, avec 14-18, avec la Shoah. Donc l'enjeu, il est colossal. Et puis j'avais quand même parlé de la retraite depuis longtemps. On va en parler. En proposant de la capitalisation. Un clin d'œil. Donc je ne sous-estime pas et ne méprise pas du tout ce thème-là, mais aujourd'hui, le monde entier est sur ces problématiques. Vous allez en Corée, au Japon, en Scandinavie, aux États-Unis, y compris dans des dictatures comme la Chine ou autres. Le débat est sur l'intelligence artificielle, outil de liberté ou outil d'asservissement. En Chine, d'ailleurs, c'est plutôt un outil d'asservissement et de contrôle social. Mais comme tout, comme une arme peut protéger et une arme peut attaquer. Et nous, on est sur les mêmes débats. Enfin, j'ai un âge mûr. Comme disait Pierre Desproges, l'âge mûr, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Donc, je suis déjà à une phase de ma vie de grande maturité, on va dire. Et quand je vois les défilés, les ballons rouges, les slogans, le thème, c'est les mêmes que quand j'étais gamin. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, pour être en phase avec la société, pour porter une ambition pour le pays, pour porter une ambition européenne et française, on doit vite s'emparer de ces problématiques. Nous avons loupé les 2 premières révolutions numériques. Aujourd'hui, la France et l'Europe sont devenues des colonies numériques des États-Unis et de l'Asie. Moi, je souhaite qu'on soit un grand continent
et une grande nation, la France. Et donc, on doit avoir une ambition qui n'est pas simplement de réguler. Pendant que les Chinois produisent, nous, on régule. Pendant que les Américains investissent, nous, on discute. Maintenant, il faut qu'on ait une ambition industrielle et qu'on maîtrise ces technologies-là. Autrement, c'est elles qui nous maîtriseront. Vous parliez de régulation et je vous avais lancé aussi sur... Je faisais le parallèle avec la réforme des retraites. C'est pas tout à fait un hasard puisque vous m'avez parlé tout à l'heure du siècle de l'industrialisation pour le 20e siècle. On pourrait même remonter au 19e d'ailleurs, qui a eu ses revers. Mais jusque-là, les économistes parlaient de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y avait Schumpeter, les nouvelles technologies, pour le faire vite, détruisaient un certain nombre d'emplois, mais d'autres se créaient à la place, souvent plus. D'ailleurs, est-ce que là, vous voyez vraiment de la destruction créatrice, ou est-ce qu'on n'est pas en face d'une mutation de la question du travail, sans précédent en tout cas, qu'il faudra repenser la question, est-ce que ChatGPT va me remplacer? Peut-être un jour vous aurez une interview avec ChatGPT plutôt qu'avec moi, David Lisnard. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je pense qu'on est effectivement dans une grande mutation. Il va y avoir mais il y aura la destruction créatrice. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les analyses prospectives, alors, qui ne sont jamais vérifiées dans les faits, mais bon, ceci étant, on va avoir des millions, des centaines de millions d'emplois détruits, mais aussi des centaines de millions créés d'emplois, mais à condition qu'on s'en occupe. La question, d'ailleurs, dans cette chronique, dans l'opinion, c'est à un moment donné, moi j'étais déjà très interpellé, j'utilise cette expression dans son sens un peu de mode, très par le transhumanisme. Et avec cette question, quelle est la place, l'homme augmenté remet en cause la notion de finitude, de conditions humaines. C'est une mutation anthropologique. En plus d'être économique. C'est étourdissant. Mais là, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que la question, c'est même pas quelle est la place de l'homme augmenté et qui aura accès à cette augmentation. C'est quelle est la place de l'homme tout court. Est-ce que l'homme est encore utile? Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des décennies, alors certains nous alertaient. Des romanciers, des scientifiques, même Musk nous avait alerté en 2014, Laurent Alexandre, David Angevin, on peut en citer quelques-uns. Mais c'est que des métiers, y compris de création, vont être remplacés. Et c'est en ça que c'est extrêmement troublant. Donc, le défi aussi, c'est... Moi, je suis attaché à la condition humaine, je suis conservateur. Donc, je crois que ce qui caractérise l'être humain, c'est sa capacité de rupture. C'est-à-dire qu'on est une espèce animale différente des autres. On en déplaise aux antispécistes. On ne fait pas que nous reproduire, nous protéger et nous adapter. On est au-delà du darwinisme biologique. L'être humain prie. C'est ce qui le caractérise, peint les grottes de Lascaux, fait de la politique, investit, c'est-à-dire souffre dans l'immédiat en vue d'une satisfaction supérieure future. C'est la caractéristique, dans l'essence même ontologique de l'être humain. Aujourd'hui, ce qui donc nous distingue, c'est notre capacité de rupture, donc de création. Quelle sera la place de l'imaginaire? Quelle sera la place du hasard? Peut-il y avoir... Je suis de droite, donc je crois que la liberté est la valeur... théologale, cardinale, absolue, voilà, chercher le terme pour sortir du champ religieux, donc absolue. Quelle est la part de liberté lorsqu'il n'y a plus de hasard, lorsque l'intelligence artificielle peut nous prévoir, liée à l'algorithmie, et bientôt, lorsque la physique quantique et l'informatique quantique va atteindre un degré de fiabilité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ça va être colossal. On n'en est qu'au début de cette mutation. Donc, quelle va être la part de cheminement? Regardez aujourd'hui déjà comme l'utilitarisme fait que on cherche le résultat immédiat et on oublie que la fin, elle est aussi dans le cheminement. Bergson l'a très bien montré. Tesson, fils, dans vos colonnes, le montre régulièrement. La capacité de contemplation, de communion avec la nature, de cheminement intellectuel. L'effort fait partie du résultat. Donc, quand la machine, par sa puissance physique et sa puissance intellectuelle, est supérieure à l'homme, ça pose cette question-là, même de la réalité, de l'utilité et de la place de l'homme, parce qu'on a mis l'utile au cœur de toutes nos vies, hélas. D'où, moi je suis pas du tout pessimiste en réalité, d'où un appel aux humanités, à l'instruction artistique. Je crois que l'avenir, il est là, à ce que les anglo-saxons appellent les soft skills dans l'éducation.
Donc la sensibilité, l'effort, le goût de l'effort. On peut aujourd'hui aller très vite, mais on n'a jamais autant fait de footing. Donc je suis pas du tout pessimiste. L'être humain continuera d'exister et va domestiquer ces technologies. À condition, comme vous le disiez, qu'on s'en occupe et d'en avoir conscience. Je vous demanderai tout de même après une courte pause si c'est pas aussi un moyen de botter en touche sur la réforme des retraites. Vous n'y achèterez pas. On saura ce que vous pensez de ce débat et de ce que propose la droite ou de la manière dont elle s'oppose. On en parle tout de suite après une courte pause en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Avec David Lisnard sur Sud Radio en toute vérité. David Lisnard auquel Quentin Auster a consacré un livre, Le réveil de la droite. Et si c'était lui, un livre dans lequel David Lisnard, vous détaillez votre vision de la France. Vous êtes là aussi pour en discuter. On a commencé par parler d'intelligence artificielle. Vous nous disiez que c'était peut-être un enjeu plus fondamental finalement que la réforme des retraites. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette question. Est-ce que c'est pas aussi une manière de botter en touche que de faire de faire diversion, d'aller sur un autre sujet que sur celui des retraites qui semble gêner aujourd'hui la droite? Non, ce sera un procès d'intention puisque j'ai écrit, y compris d'ailleurs dans nos colonnes, sur la retraite par capitalisation. Et donc moi j'ai une position que j'affirme depuis des années. Ça fait une dizaine d'années qu'avec Nouvelle Énergie on travaille, on produit, qui est mon parti politique, on produit là-dessus. Je pense que l'avenir des retraites sera d'avoir une part de répartition, une part de capitalisation collective obligatoire avec un véhicule unique porté par l'Argicarco et qui aura 3 vertus, c'est-à-dire d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour les retraités puisque le taux de remplacement la vraie question, et le rendement est meilleur, de régler ce problème démographique, donc de défendre les futurs retraités. D'ailleurs, je suis sidéré de voir des jeunes qui manifestent aujourd'hui pour dire qu'ils veulent surpayer pour les gens de ma génération. C'est complètement. Je suis pas sûr qu'ils aient compris. Oui, mais je suis pas sûr que le débat ait été posé aussi clairement pour eux. On va le poser. Continuez. Deuxième intérêt, au-delà du pouvoir d'achat individuel, c'est de progressivement le système. Au départ, il faut le mettre en place, mais ensuite de désengager l'État, donc de participer à l'assainissement des comptes publics, qui va être le grand défi de la France dans les prochains mois et prochaines années. Enfin, il faut le relever. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour porter une ambition pour le pays, de recapitaliser notre économie. On sait qu'il nous manque, notamment dans les ETI, les établissements intermédiaires, entre les PME et les grandes boîtes, entre 80 et 120 milliards de capitalisation. C'est-à-dire, c'est quoi la capitalisation? C'est de l'investissement. Il y a 2 facteurs pour créer de la richesse et de l'emploi. 2 facteurs de production, le capital et le travail. Donc il faut que le travail puisse s'exercer par la créativité, par ce qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure sur l'IA, donc l'apport humain, la compétence humaine, l'apport de l'homme et l'investissement. Et l'investissement, c'est les machines-outils, c'est les locaux professionnels, c'est le matériel, etc. Donc on a besoin, pour relever les défis de notre époque, d'argent, de capital, d'investissement, d'épargne, et d'une épargne orientée. Là, on pourrait avoir un véhicule qui nous permettrait d'orienter vers la transition énergétique, vers la lutte contre le réchauffement climatique, vers l'enjeu numérique. Bref, toutes ces priorités absolues, plus de capitalisation et plus d'investissement. Donc voilà pourquoi je défends ce système-là. Et ensuite, il y aura un 3e étage, mais lui qui serait, comme aujourd'hui, optionnel. Chacun peut... Il y a 200 ou 300 systèmes de capitalisation. Aujourd'hui, c'est une hypocrisie totale. On a fait de la répartition une espèce d'approche religieuse. Donc, on ne ferait pas toucher, défendre la sacro-sainte répartition. D'ailleurs, les fonctionnaires ont une part de capitalisation obligatoire dans leur retraite. Il y a 2 parts. Il y a l'après-fonds, c'est optionnel. Mais il y a une part obligatoire depuis 2003, c'est le régime additionnel de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique, pardon, pas que territoriale d'ailleurs, pour le public en général, et c'est ce que je propose pour le privé. Et ça marche très bien, ça a un rendement supérieur, c'est presque 6% de rendement, là où la répartition est à moins de 2%, et c'est en complément obligatoire de la répartition. Et ça permet, il y a aujourd'hui 41 milliards d'euros qui sont gérés par les syndicats, les mêmes qui crient contre la capitalisation, qui siègent au conseil d'administration, et donc en actions, en obligations, il y a des dollars, il y a des euros, enfin, c'est très varié. Est-ce qu'il n'y a pas une part de risque quand même dans la capitalisation, de tout perdre comme on l'a vu aux États-Unis? Je vais vous répondre très clairement là-dessus. D'abord, il faudra montrer des exemples aux États-Unis. Il peut y avoir des mauvaises gestions, il peut y avoir des escrocs. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais aujourd'hui, la pyramide de Ponzi, c'est la répartition. Parce que
pour deux raisons. On vit de plus en plus vieux et surtout on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail. Et troisième élément, on n'a plus de natalité. Il faudra relancer une politique de natalité, c'est une évidence. Mais donc le risque aujourd'hui, c'est même plus un risque. On a la certitude qu'à terme, la répartition se fera au détriment du pouvoir d'achat des retraités ou au détriment des cotisants ou de la compétitivité de l'économie. Deuxièmement, quand on regarde objectivement, factuellement, y compris en intégrant la crise Covid, y compris en intégrant les subprimes, on regarde par exemple les Pays-Bas qui ont un système par capitalisation, le rendement est de 6,2% en plus de l'inflation sur les 10 dernières années en intégrant toutes ces crises. Donc dans la durée, ces véhicules-là financiers sont bien plus performants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes qui sont contre la capitalisation, qui parfois en bénéficient, on l'a vu avec les syndicats, sont ceux qui reprochent à des patrons de gagner de l'argent facilement, selon eux, à la bourse, mais qui voudraient empêcher le peuple, et moi je suis pour un capitalisme populaire, d'accéder à la bourse et d'accéder aux produits financiers. Aujourd'hui, le système, au nom de l'égalité, au nom d'une vision qui exclut tout débat, moi je veux qu'on pose le débat au moins, fait que la répartition est de moins en moins viable, se fait de plus en plus au détriment de ceux qui bossent, ou des entreprises, donc de la compétitivité, et que ceux qui ont des revenus assez importants, eux, ont accès à la capitalisation, eux en bénéficient. C'est comme sur l'éducation, avec la carte scolaire, au nom de l'égalité, on assigne à résidence identitaire et sociale des gamins des classes populaires ou des classes moyennes moins. Et c'est ce système-là qui est au bout du bout, à mon sens. Vous avez d'ailleurs posé le débat assez différemment, parce que vous l'avez dit, hein, ça se fera au détriment de notre pouvoir d'achat. J'ai l'impression, moi, en tant que salarié, que ça se fait déjà, d'une certaine manière, au détriment de mon pouvoir d'achat, parce que c'est quand même 26% de cotisation sur mon salaire, pas que pour les retraites, mais en grande partie. Et c'est vrai que ce dont on ne parle pas, c'est que ce sera sans doute pour des pensions extrêmement faibles à la fin. Donc on nous vend le sauvetage du système par répartition, et en réalité, on est peut-être en train de fabriquer des travailleurs pauvres aujourd'hui et des retraités pauvres demain. Donc dans ce cas-là, je crois que c'est votre raisonnement. Est-ce qu'il fallait vraiment voter cette réforme qui, par ailleurs, fera pas énormément d'économies si on regarde le montant de la dette aujourd'hui? Moi, je crois qu'il fallait la voter. C'est-à-dire qu'il faut être honnête intellectuellement. C'est aussi simple que ça. La droite, hein, pour résumer, LR, depuis des années, dit que, compte tenu des éléments démographiques que j'indiquais, quand le système de répartition est mis en place, il y avait 6 actifs pour un retraité. Puis en 1960, il y a 4 actifs pour un retraité. Et puis aujourd'hui, il y a 1 actif, 7 par retraité, et on sera très rapidement à 1,2. C'est-à-dire quasiment, il faudra donner le montant de la retraite. Oui, mais vous m'avez dit vous-même que le système par répartition était mort. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire une réforme structurelle? Laissez-moi finir. Mais moi, vous avez compris que je propose une réforme structurelle et que je dis que cette réforme-là nous projette dans 4-5 ans ou dans 10 ans face à nouveau à un mur de réalité. Mais en attendant, il faut être cohérent. Il n'y a rien de pire que l'incohérence. Je pense que quand on se prend des déculottés électorales, c'est pas que les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est qu'ils ne respectent plus ce que vous dites. C'est qu'ils ne croient plus en ce que vous dites. Et que dans l'immédiat, dans le cadre qui est imposé par le gouvernement, c'est lui qui fait l'agenda législatif, c'est lui qui fait l'agenda politique aujourd'hui, puisqu'ils sont en place. Eh bien, cette réforme qui permet d'assurer le versement des retraites par une augmentation de la durée de cotisation est la seule façon, dans l'immédiat, de recoudre ce système qui ne tiendra pas à terme. C'est la seule façon. Donc, en responsabilité, oui, je crois qu'il faut la voter, et Éric Ciotti a raison, et je pense qu'on ne peut pas, de façon crédible, vouloir se poser en force d'alternance forte et raisonnable, et ne pas affronter la réalité, et ne pas être cohérent avec les engagements que l'on a pris. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se planquer, on ne peut pas faire de la surenchère. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Je crois qu'il faut la voter, mais il faut bien dire que cette réforme-là n'est que provisoire, qu'elle ne permet que de recoudre dans l'immédiat ce système par répartition. Il faudra garder une part de répartition importante, parce que la solidarité entre les générations, ça a du sens, évidemment, mais
ajouter un étage obligatoire collectif de capitalisation. Vous avez expliqué que la droite s'est pris des déculottées électorales. Elle a eu des victoires aussi. Elle a fait plusieurs réformes des retraites, souvent impopulaires, depuis Alain Juppé. Par ailleurs, est-ce que ce système par répartition n'est pas tout simplement trop lourd pour les actifs, et notamment les actifs qui jouent le jeu, qui ne bénéficient jamais des aides sociales, du chômage, qui travaillent depuis très jeune? On a un point commun, je crois, on est tous les deux fils de petits commerçants. Oui. Est-ce que un petit commerçant, mes parents étaient sur les marchés, qui ont commencé à travailler tôt, qui portent des charges lourdes, qui sont dehors sous la pluie ou sous la neige en hiver, sans faire du misérabilisme? Est-ce qu'il y a un moment, leur corps leur dit pas stop? Et est-ce que c'est bien juste le critère d'âge était-il le bon, même s'il a été finalement révisé? Mais j'entends des gens à droite qui disent on n'a pas été assez loin, il aurait fallu aller jusqu'à 65, 66, etc. Il me semble que dans votre question, il y a plusieurs prérequis et c'est toujours important de penser en contexte. Et plusieurs enjeux aussi. La notion de pénibilité, pour moi, ne peut répondre qu'à un critère médical. Parce que autrement, la notion de pénibilité est subjective. Vous parlez sans entrer dans mon intimité non plus familiale, mais effectivement, moi, mon père était footballeur professionnel, ma mère danseuse étoile, reconvertie dans le petit commerce, autodidacte. Et j'ai repris, moi, ces commerces. Et ma mère y a bossé jusqu'à ses 79 ans. Et elle travaillait 7 jours sur 7. Et elle assumait l'entretien d'un ménage avec mon père. Mais moi, je sais que pour le voir dans ma famille, parce qu'on n'avait pas le choix, et puis parce que c'est comme ça. Choix, oui. Et c'était difficile, c'est physiquement difficile. On déplace des charges lourdes, nerveusement c'est difficile. Ce qui est dur, c'est pas d'avoir du monde dans un magasin, d'avoir personne, d'avoir les échéances bancaires. C'est à la fois psychologiquement, nerveusement et parfois physiquement difficile. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais les commerçants sont hors des écrans radars de l'action politique de toute façon depuis 50 ans. Moi, ça a été une grande motivation pour faire de la politique, c'est de porter aussi cette voie-là. Ça renvoie à une certaine histoire politique aussi, que je n'évoquerai pas là, mais j'y crois profondément. Et c'est pour ça que je crois à l'indépendance, aux indépendants. Et quand je défends la capitalisation, au fond de moi, je parle d'un régime obligatoire et collectif, mais au fond de moi, je crois à l'indépendance et à la responsabilité et à une façon de construire sa vie en responsabilité. Et c'est pour moi essentiel. C'est ça ma vision du pays et de la liberté, de la dignité. La dignité, elle passe par la liberté, la responsabilité, l'indépendance. Je ferme la parenthèse. Un commerçant, sa retraite, c'est souvent son fonds de commerce. Et on sait que c'est très aléatoire. Parce que c'est une notion fragile, on n'arrive pas toujours à vendre son fonds de commerce et donc c'est une notion aléatoire. Pour revenir à la pénibilité, j'entendais dans le débat, il y a des métiers qui cassent, qui fracassent, évidemment. Et ceux-là, on les objective aujourd'hui. On le sait très bien que sur des métiers, sur des chantiers, sur un marteau-piqueur, le dos, etc. Mais après, moi, j'entends des choses quand même étonnantes. La pénibilité, c'est totalement subjectif. Sans rentrer dans le détail, mon père, vous le mettiez dans un bureau, c'était très pénible, je pense qu'il mourait. En revanche, vous le mettiez dehors à faire des travaux physiques, il s'épanouissait, alors que d'autres auraient trouvé ça très pénible que de se baisser, que de couper du bois ou je ne sais quoi. Bon, ou de faire des travaux très physiques, ou de soulever des sacs de charbon ou de ciment. Bon, donc, quand j'entends des personnes dire on veut reconnaître la pénibilité de travailler avec des enfants, j'ai envie de dire, tout en respectant la difficulté de leur métier, qu'il ne faut pas s'occuper d'enfants si on trouve ça pénible de s'occuper d'enfants. Vous comprenez, c'est-à-dire que ce débat-là, il est complètement biaisé parce qu'il renvoie vers de la subjectivité. Comme dans une époque où on aime afficher nos indignations, nos victimisations, on ne s'en sortira jamais. Donc, trouvons des critères médicaux objectifs sur la vraie pénibilité des métiers, et puis sortons de ce sado-réformisme qui fait que tous les 5-6 ans on se pose les mêmes questions, on a les mêmes manifs, et à la fin il y a les mêmes conclusions. Donc inscrivons effectivement une réforme dans une vision globale. Vous m'avez dit, il y a beaucoup de prérequis, mais je crois que la vision est très importante pour que les Français comprennent. On continue à parler de votre vision de la France justement après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec David Lisnard. David Lisnard qui est au cœur d'un livre de Quentin Auster. David Lisnard, Le réveil de la droite. Et si c'était lui? On en a profité pour l'inviter et puis pour qu'il nous parle de sa vision de la France. On parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. David Lisnard, vous définissez
comme libéral. Le problème, c'est que c'est un mot, qui peut m'apparaître piégé. Quand on me dit, par exemple, la droite libérale, je me dis, c'est peut-être la droite qui, d'un côté, a supprimé des lits à l'hôpital, a supprimé un fonctionnaire sur 2, mais y compris dans la police, dans l'armée, dans la justice, et qui en même temps a fait le RSA, par exemple. Donc, pardonnez ma question provocatrice, mais est-ce que c'est ça, être libéral pour vous? Est-ce que vous vous inscrivez dans la tradition qu'on connaît depuis Alain Juppé, par exemple? Non. Je pense que depuis 40 ans, notre pays n'est pas marqué par le libéralisme. Mais moi, je ne cherche pas à démontrer qu'un mot a raison. C'est la réalité qui a raison, toujours. D'ailleurs, est-ce que c'est est-ce qu'il faut s'arc-bouter sur ce mot-là? Surtout pas. Mais depuis 40 ans, ce qui caractérise l'affaissement français, pour reprendre l'expression de Balladur récemment dans vos colonnes, ou le déclassement, que j'utilise souvent, c'est le social-étatisme. C'est le techno-étatisme. C'est le fait de confondre les fins et les moyens. En l'occurrence, je crois qu'il faut sortir de ces 40 ans, de ces 40 années de social-étatisme qui font qu'on a dépensé toujours plus d'argent public. Quand on dit que la France est marquée par le néolibéralisme, parce qu'il y a beaucoup de présupposés, mais je vous écoute régulièrement, donc je comprends à peu près votre pensée. Complexe. Hein, le néolibéralisme, souvent le mot, et c'est pareil, il ne faut jamais s'arc-bouter sur les mots, mais ceux qui l'ont pensé, ce concept, ont toujours dit que c'était un mélange de bureaucratie, mais c'est de la bureaucratie. Et d'adaptation. Et j'allais y venir, c'est-à-dire comment peut-on dire que le problème de la France serait une politique libérale, alors que nous avons le record du monde de la dépense publique par rapport à la richesse produite. On est toujours à plus de 56%, et que ça augmente en permanence. Mais la question, c'est qu'on a le record du monde des prélèvements obligatoires. Où va l'argent ? Mais oui, non, mais c'est important pour répondre à votre question. Donc aujourd'hui, la liberté, ça consiste à sortir du carcan de la surfiscalité, de la surbureaucratie, de la des surnormes. Donc aujourd'hui, on voit bien que le problème du pays, c'est précisément ce carcan social étatiste. Et cette folie de dépenses publiques a fait que plus la puissance publique a dépensé, notamment dans l'action sociale, plus elle a été faible sur ce pourquoi l'État a été inventé, c'est-à-dire le régalien. On n'a jamais été aussi faible sur les forces de sécurité intérieure, sur la justice. Alors, il y a des efforts qui sont faits budgétairement récemment, mais ça ne suffit pas, c'est la méthode qu'il faut changer. Sur l'armée, on a une belle armée, on a des beaux soldats, il y a eu des belles annonces du président de la République, mais en fait, on sait très bien qu'on n'a pas de munitions, qu'on n'a pas d'artillerie de longue portée suffisante, qu'on n'a pas de drones. Moi, ce qui me frappe dans la guerre en Ukraine en particulier, ou dans la situation dramatique en Arménie, qui a une menace existentielle sur l'Arménie, c'est de voir l'efficacité de drones iraniens et turcs, et qu'il n'y a pas un drone français. Pour des raisons qui tiennent à la connivence de certaines boîtes avec ceux qui passent la commande publique. C'est le capitalisme d'État. Là aussi, c'est une source du social-étatisme. Moi, je suis pour la transparence, pour la compétition, bref, pour une société de liberté. Donc, je trouve qu'on fait un bien mauvais procès à ce mot de libéral. Et aujourd'hui, ce qu'il faut remettre, c'est de la liberté. Trancher ce nœud gordien dont parlait le président Pompidou, le grand président Pompidou, de la surbureaucratie. Et il n'y a pas un gène français qui nous oblige à générer plus de back-office administratif qu'ailleurs, à avoir le record du monde de la dépense sociale, par habitant, de très loin. La crise Covid a été un révélateur de cette suradministration dans la santé. Mais c'est vrai dans tous les domaines. On évalue aujourd'hui le back-office administratif, c'est-à-dire les fonctions de pure administration, à 34 à 35% des effectifs. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans la fonction publique territoriale, c'est vrai dans la fonction publique d'État. En Allemagne, qui est un État fédéral, c'est 25%. En Suède, qui est très administré, qui est un État central comme la France, c'est 24%. Si on prend cet écart avec les pays les plus administrés après nous, on a 500 000 fonctionnaires que l'on paye sur un excès de bureaucratie. Je préférais qu'on paye mieux nos fonctionnaires qui sont moins bien payés qu'ailleurs, qu'on allège la charge pour le contribuable puisqu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs, et qu'on remette des agents sur le terrain. Vous feriez 3 tiers, 1 tiers pour désendetter, 1 tiers pour augmenter les salaires, 1 tiers pour remettre des agents sur le terrain. Moi, à la ville de Cannes,
qui est une ville qui a un taux de pauvreté élevé, qui avait une dette élevée. On a baissé de 65 millions d'euros la dette depuis 2014. On a pratiqué la sobriété fiscale. J'ai allégé la masse salariale. J'ai augmenté la productivité. J'ai fait un plan CAPEX, c'est-à-dire des plans d'investissement, comme j'ai fait en entreprise. Mais enfin, nous avons avec mon équipe, j'ai une belle équipe, mais on a augmenté la productivité, on a augmenté la rémunération, notamment des agents de catégorie C, c'est-à-dire les plus faibles revenus, mais il y a moins de charges qu'avant. Et quand vous appelez la ville de Cannes, y compris un jour férié, vous pouvez tester, y compris la nuit, vous ne tombez pas sur taper dièse, taper étoile. J'en suis très fier. Voilà. Donc la modernité, c'est pas de déshumaniser, c'est de numériser tout ce qui est back-office, c'est d'améliorer tout, notamment par l'intelligence artificielle, et de remettre des personnes en chair et en os face à des personnes en chair et en os. Et c'est tout à fait faisable. Sauf qu'aujourd'hui, la politique nationale, c'est devenu un théâtre d'ombre. Donc c'est des effets d'annonce, et je pense que le président a une grande responsabilité, Emmanuel Macron, parce qu'il fait des discours grandiloquents, dont la grandiloquence est proportionnelle à l'impuissance des actes. Et ça alimente cette impuissance publique qui alimente la crise civique, qui est la principale crise que nous avons à affronter. On va y venir d'ailleurs parce que le temps passe rapidement, mais juste encore un mot sur peut-être la réforme de l'État, comment vous la voyez. Vous expliquez qu'il faudrait, dans votre livre, gérer l'État comme une entreprise. Mais c'est un discours dont je me méfie parce que beaucoup de hauts fonctionnaires tiennent ce discours-là depuis une quarantaine d'années et on n'a pas l'impression, effectivement, je pense qu'une entreprise serait gérée comme l'État, elle serait en faillite. Et donc on a l'impression d'avoir des hauts fonctionnaires qui ont implanté dans l'administration une espèce d'idéologie managériale, mais qui ne mène pas à plus d'efficacité, qui mène surtout à une forme de surréglementation et de déconstruction en même temps. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais parce que en fait ces personnes-là ne savent pas ce qu'est la prise de risque. La seule façon d'être efficace, c'est d'être responsable, et la responsabilité ne peut être qu'individuelle. Donc il faut remettre du bon sens et de la responsabilité individuelle dans l'appareil d'État. Aujourd'hui, quelle est la direction des ressources humaines de l'État ? Comment on motive nos fonctionnaires ? On a une belle fonction publique. On a des fonctionnaires de toutes catégories, y compris des hauts fonctionnaires, qui sont bien formés et qui sont, dans leur immense majorité, des personnes compétentes, travailleuses et intègres. Il faut le dire. D'ailleurs, beaucoup me rejoignent, mais sont marqués par le conformisme. Vous savez, Raymond Aron disait « Je déteste autant le révolutionnarisme, NUPS, etc., à l'époque c'était pas ça, que le conformisme. » Et les deux s'alimentent. Et en fait, ils croient connaître l'entreprise, mais ils ne la connaissent pas. L'entreprise, mais y compris les grandes boîtes mondiales, recréent des îlots de responsabilité locale, recréent de la responsabilité individuelle. Or, aujourd'hui, dans l'administration française, on a le culte des grands ensembles. On a 50 ans de retard. On croit que plus c'est grand, plus c'est performant. Parfois, il faut des grands ensembles. Mais si c'était vrai, l'Union soviétique existerait encore et serait une puissance dominante. Si c'était vrai, la Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud. C'est pas le cas. Ce qui fonctionne, c'est la responsabilité individuelle. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir des unités de production proches de la réalité. Or, on n'a jamais abordé l'État comme cela. Alors oui, il faut gérer comme dans une entreprise, à une différence près, c'est qu'il faut distribuer de l'intérêt général et pas du dividende. Mais les principes sont les mêmes. Comment on motive, comment on optimise nos ressources, comment on essaie de donner du sens, comment on crée de l'espérance, comment on donne une perspective. On parlait de la réforme des retraites. Pourquoi elle est si douloureuse, cette réforme des retraites ? Parce qu'en fait, au fond, on sait que ça servira pas à grand chose à la fin. Parce qu'il y a zéro perspective. Parce qu'on sait que nos gamins ne seront pas gagnants et que nous-mêmes, on ne sera pas gagnants. Et surtout, on n'a pas l'impression de renforcer le pays. On est prêt à se sacrifier pour notre pays. Mais il faut donner du sens. Il faut retrouver une puissance. Aujourd'hui, les process ont remplacé la culture du résultat. Donc, tout ça, c'est pas du tout de la culture entrepreneuriale. C'est du vent. On a transplanté des espèces de jargons anglo-saxons sans les comprendre et en fait en flinguant ce qui faisait la beauté de la fonction publique française sans aller vers un système de performance. Moi, je voudrais réconcilier les deux. On va passer maintenant à la crise civique que vous évoquiez. On a une minute avant la dernière pause et la dernière partie de l'émission. J'aimerais revenir sur cet épisode un peu tragique à Cannes, cette vieille dame frappée de dos par de jeunes délinquants. Vous aviez dit si ça avait été ma mère, aujourd'hui je serais en prison. Ça vous avait été reproché. Est-ce que c'est le rôle d'un homme politique de dire cela ? Est-ce que ça participe au réarmement civique ou au contraire à une forme de relativisme où chacun n'est plus tellement à sa place ? Je crois que le rôle, c'est de rappeler ce que j'ai dit vraiment. Déjà, et de rappeler que c'était... Je l'ai cité de mémoire. C'était rappelez-le. J'ai répondu en 5 tweets, puisque faut toujours revenir aux faits. Il y a cette abjecte agression d'une dame. Tout de suite, moi je communique absolument pas dessus.
On retrouve grâce aux vidéos et grâce à un policier municipal qui connaît très bien le terrain, les agresseurs, on fournit ces données à la police nationale, ils sont arrêtés. Des réseaux d'extrême droite diffusent 2 jours après la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des connexions avec la police, avec certains policiers. Moi, je dis les choses jusqu'au bout. Et ces réseaux, je connais les comptes sur Twitter, et on m'interpelle. Alors le maire des Cannes, il dit rien, il a aucune empathie. Alors je connais la famille, que j'étais très proche d'eux, des victimes, qu'on avait interpellé les trucs. J'avais poussé pour qu'ils soient interpellés auprès de la police nationale, tout ça est vérifiable. Donc je réponds à un moment donné, parce qu'il faut répondre. Moi, je crois que le civisme, c'est répondre. Je réponds, les faits, et à la fin, je dis, puisque vous m'interpellez, moi, j'ai pas à étaler mes états d'âme, mais je dis, à titre personnel, que si cela avait été ma mère, je serais peut-être en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je suis contre la justice privée, puisque je dis je serais peut-être en prison, et que la société doit contester toute justice privée. Mais que 2, en tant qu'être humain, dans mon éthique, dans ma morale personnelle, j'apporte assistance à mes proches. Et ça passe avant tout. Et ça, je l'assume. Et si on touche à ma mère, ou à ma fille, ou à mon fils, ou à mon père, voilà. Et en revanche, je dois être puni pour, car personne n'a à se faire justice. Et je crois qu'on est capable, d'un point de vue civique, de distinguer l'homme civique que l'on est, et l'homme civique, même en tant que citoyen, et l'homme tout court. Je suis désolé, je vous interromps. On fait une dernière pause et on se retrouve après en toute vérité pour continuer à parler de la France, de la question de l'insécurité et également de l'immigration. À tout de suite en toute vérité avec David Lisnard. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec David Lisnard qui nous parle de sa vision de la France. On a parlé de beaucoup de choses depuis le début de cette émission, notamment de l'intelligence artificielle, des retraites, de la question de l'insécurité. Il y a une question qui intéresse aujourd'hui les Français, notamment les Français qui votent à droite, c'est la question de l'immigration. Et on peut se demander, la droite a souvent, je dirais, bombé le torse sur cette question-là, sans toujours obtenir de résultats. Aujourd'hui, elle a une concurrence qui s'appelle le Rassemblement National. Le Rassemblement National, je vois 2 différences avec la droite pour faire baisser concrètement le niveau de l'immigration. C'est d'une part une forme de préférence nationale sur la question des aides sociales notamment, et d'autre part la volonté, même si Marine Le Pen a un peu revenu là-dessus, d'avoir un vrai bras de fer avec l'Europe, puisque sur certaines questions, nous ne sommes pas forcément souverains. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, etc. La droite est plus ambiguë sur ces 2 questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On parlait tout à l'heure de la question de l'insécurité à Cannes, de cette grand-mère qui avait été agressée, et à l'époque, vous aviez aussi réagi en expliquant qu'il fallait supprimer le logement social, dont bénéficiait la famille de l'agresseur. Donc, est-ce que vous êtes pour une forme de préférence nationale? Est-ce que vous êtes une forme par principe? Est-ce qu'on l'applique seulement pour les délinquants? Et ensuite, quel est votre rapport à l'Europe? Est-ce que vous serez prêt à engager un bras de fer si vous étiez le chef de la droite et éventuellement le président de la République? Que de questions. D'abord, l'histoire des logements sociaux, c'était pas lié à une question d'immigration. C'était une question de délinquance. Deuxièmement, moi, je vais vous parler de mes convictions. Je ne vais pas commenter Marine Le Pen ou autre. Chacun avant ses convictions. Troisièmement, je disais tout à l'heure qu'il fallait en finir avec 40 ans de social-étatisme. Sur l'immigration, quand même, il y avait plus de résultats, quoi qu'on en dise, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, qu'aujourd'hui, et sous François Hollande et Emmanuel Macron. En 2022, on a battu quelques records. Le record de la dette publique, plus de 3 000 milliards. Le record du déficit du commerce extérieur, dont personne ne parle, qui est une catastrophe, qui montre la perte de compétitivité et la désindustrialisation française. On est à 166 milliards de déficit du commerce extérieur. Et le nombre d'entrées légales, sans parler même des clandestins, sur le territoire national, si on regarde la vérité des chiffres, on n'est pas loin de 500 000 en une année. Donc c'est catastrophique. C'était beaucoup moins il y a une quinzaine d'années. Mais c'était déjà trop. Bon. Premièrement. Deuxième élément, vous dites des gens de droite et tout. Mais moi, j'ai beaucoup de gens de gauche qui sont attachés à la République française et qui me rejoignent sur ces positions. Oui, d'ailleurs, moi je suis pas. Je vous pose la question parce que vous êtes plutôt classé à droite. Oui, je suis à droite. Non, mais je suis à droite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on attend beaucoup moi, je le vois à Nouvelle Énergie, qui est mon parti. Il y a des gens plus à droite que moi. Il y a des gens du centre, je suis pas au centre, mais il y a des gens aussi de gauche qui viennent parce que on parle de culture, on parle d'universalisme républicain. On a des positions claires là-dessus. Aujourd'hui, l'immigration fait peser, parce qu'elle n'est pas contrôlée, une menace très forte sur la société française.
Et donc, pour cela, il faut arriver à diviser entre 5 et 10 le nombre d'immigrés accueillis chaque année et bien sûr expulser les clandestins. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le programme de François Fillon là-dessus, y compris sur la dimension européenne, puisque je me souviens très bien, je faisais campagne pour lui, et que nous affirmions qu'il fallait voter des quotas au Parlement d'immigrés admis à venir sur le territoire national par rapport aux besoins de la société française, et que pour cela, il fallait entamer un bras de fer avec la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment dans son préambule, enfin sa déclaration préalable, l'article 8 de mémoire, qui, conforté par une jurisprudence du Conseil d'État, a reconnu le droit à constituer sa famille en liberté devant le droit à maîtriser son peuplement pour une nation. Donc ça, il faut en sortir. Donc il faudra poser le débat, sortir peut-être provisoirement, ou je pense qu'on en a la capacité diplomatique. Il n'y a que ceux qui renoncent au combat qui perdent les combats. Donc là-dessus, zéro ambiguïté. Pourquoi c'était devenu, hélas, un sujet majeur? Parce que quand on est républicain comme moi, tout en assumant toute l'histoire de France dans sa globalité depuis les Capétiens, au moins les Capétiens. Et donc on pense qu'on ne doit pas juger quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le racisme est une abjection et que la discrimination doit être combattue. Moi, je le dis clairement. Et donc moi, qu'importe la couleur de peau, la religion, etc., je crois au creuset républicain. J'y crois encore et je le vis et je le vois. Mais cela ne peut fonctionner que lorsque des individus peuvent être traités comme des individus et avoir des éléments complexes d'identité et échapper à du déterminisme identitaire. Or, lorsque vous avez des peuplements par zone géographique qui font que dans des logements sociaux, vous avez la tour des Maliens, la tour des Marocains, etc., ce n'est plus possible. Donc le problème quantitatif génère un problème qualitatif et individuel. Donc, pour protéger nos mœurs, nos valeurs, l'égalité homme-femme, la société française, 1. 2, pour faire en sorte que les immigrés légaux qui respectent les règles, qui sont souvent des gens méritants, qui viennent pour des bonnes raisons en France, parce qu'ils aiment le pays, la France, ils le font leur progressivement, d'abord intégration puis assimilation, ou parce qu'ils viennent travailler, ce qui est tout à fait respectable, soit eux-mêmes ne soient pas assimilés à des personnes qui instaurent d'autres formes juridiques, d'autres mœurs. Donc, dans l'intérêt même des immigrés légaux et respectueux des règles qui deviennent eux-mêmes de façon français, c'est ça qui est beau dans la République progressivement, on doit absolument couper le robinet de cette immigration. C'est devenu aujourd'hui un des enjeux des politiques publiques. Et je vous parlais de la question des aides sociales, sans faire de discrimination. Ça peut créer un appel d'air. Finalement, la France est un pays généreux. Est-ce qu'il ne faut pas réserver ces aides aux Français, au moins pendant un moment, que les immigrés viennent, quand ils travaillent, quand ils sont intégrés, pourquoi pas leur donner des aides? Mais est-ce que la préférence nationale, c'est pas pour vous comparer à Marine Le Pen, appelez cela comme vous voulez, est-ce que c'est pas juste une idée de bon sens que beaucoup de pays dans le monde appliquent? Mais c'est appliqué à beaucoup de monde, mais c'est appliqué déjà en France sur certaines aides, où il y a un degré de cotisation minimum, etc. En revanche, sur l'aide médicale, là-dessus, c'est beaucoup trop open bar, c'est certain. Mais il faut être objectif jusqu'au bout. Cette émission renvoie à la vérité. C'est qu'on voit très bien que ce qui motive des immigrés, contrairement à une facilité de pensée, c'est aussi une capacité de projection dans l'avenir. Et on a très bien vu que beaucoup d'immigrés voulaient, à l'époque où la Grande-Bretagne était plus prospère que nous, s'entasser à Calais pour aller en Grande-Bretagne, qui a un système social moins généreux que le système français, mais parce qu'il y avait plus de perspectives de réussite. Donc il faut faire très attention. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un abus. Je peux vous dire que tout le monde abuse, mais il y en a. Mais du reste, si les gens viennent pour travailler, devenir français, ils peuvent comprendre. J'étais pas sur le domaine de l'abus ou pas, j'étais sur le domaine de l'attractivité d'un système. Ce que je veux dire, c'est qu'un système attractif, c'est pas forcément un système de guichet social. C'est un système de prospérité. S'il est temps, évidemment, notre système social est trop laxiste et se fait toujours au détriment de ceux qui bossent, des classes moyennes, des classes populaires, de ceux qui cotisent et qui en ont ras-le-bol d'être les vaches à lait de la société, et qu'on doit répondre, et je pense que la droite ne répond plus assez, que la gauche a abandonné le peuple depuis bien trop longtemps, et on le voit bien d'ailleurs. Les combats de gauche aujourd'hui, sauf exception, sont des combats plutôt de petits bourgeois protégés, on le voit avec la NUPS, le vrai peuple, il n'est pas là, que la droite a perdu cette dimension populaire, et qu'on n'y répondra pas en cherchant à répondre au peuple. On y répondra avec un corpus cohérent qui redonne foi en ceux qui bossent, en ceux qui, la majorité silencieuse, en ceux qui cotisent, etc. Donc oui, évidemment, le système social doit
être rendu accessible, on doit le mériter par une acceptation des règles, par un soutien à ce qu'est la France et par un niveau de cotisation minimum. Je pense que c'est du bon sens là aussi qu'il faut appliquer. Vous êtes maire de Cannes, David Lisnard, et vous vous intéressez à la culture, au cinéma notamment. Vous êtes très cinéphile. Vous avez consacré un livre à la culture. Est-ce que pour le coup la droite a un peu délaissé cet enjeu en laissant le monopole de la culture à la gauche, et en quoi ce serait déterminant si vous étiez candidat effectivement à une élection, ou tout simplement citoyen qui veut reconstruire son pays? Oui, avant le livre que me consacre Quentin Auster, j'avais publié 2 livres, un avec Jean-Michel Arnaud sur l'incivisme, c'est-à-dire que moi demain je proposerai, je pense qu'une des premières mesures c'est de s'attaquer à toutes les formes d'incivisme, voilà. Et deuxièmement, un sur la culture avec Christophe Tardieu, La culture nous sauvera. La droite a abandonné la culture alors que Malraux avait montré avec le général de Gaulle la voie de cet amour des grandes œuvres de l'esprit comme sentiment d'élévation individuelle, comme facteur d'élévation individuelle et comme lien social. Mais la gauche aussi abandonne la culture. La gauche n'abandonne pas les institutions culturelles, par contre. Elle n'abandonne pas les médias culturels. Il vaut mieux être très marqué à gauche pour diriger certaines institutions, pour diriger certains médias, malheureusement. Bon, ça, c'est une réalité. Mais vous savez, ce qui m'a frappé pendant la crise Covid, c'est que la France, qui se targue de pratiquer l'exception culturelle, a pratiqué une exception culturelle inversée, puisqu'on était le seul pays avec la Roumanie à fermer les librairies. Et donc, un gouvernant, un premier ministre, un haut fonctionnaire allait me dire ce qui était essentiel pour moi. C'est-à-dire, je pouvais acheter des boulons au magasin de bricolage, même si je bricole pas, mais je pouvais pas aller m'acheter une chemise ou un bouquin. Et pour moi, c'est essentiel de m'acheter une chemise ou un bouquin. C'est pour ça que c'est mon côté libéral, vous voyez, comme vous disiez tout à l'heure, de droite. Et donc, je pense que la culture distingue l'espèce humaine, c'était le début de notre entretien, et que c'est une création, c'est le patrimoine, c'est la transmission, c'est à la fois la création et la transmission, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre mission sur Terre, dans notre passage sur Terre. Et que la culture, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu républicain, c'est un enjeu de cohésion de la société. Et oui, j'essaie de porter ce débat et d'en faire un objet d'agenda politique. Et je crois vraiment, on parlait tout à l'heure d'immigration, que c'est par la culture aussi qu'on va créer des citoyens français. Que l'assimilation, quand vous dites à des gamins, quelle que soit leur origine, vous êtes les dépositaires d'une grande culture, grande histoire, qui devient la vôtre, qui est l'héritière de la logique aristotélicienne, du droit romain, de la culture judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, et aujourd'hui de la création. La France, moi, je parcours le pays, vous n'imaginez pas comme notre pays est créatif. Des gamins issus de l'immigration, des Français de longue tradition ou de souche, des gens de gauche, de droite, du centre qui sont plus là-dedans, des gens du Gers, comme des Ardennes, comme d'outre-mer, comme de banlieue lyonnaise. Il y a une créativité, il y a une ébullition qui ne demande qu'à s'exprimer. Et le politique doit être un levier de création, un levier d'épanouissement. On doit être un facteur qui favorise cela et donner dans l'instruction publique, dans l'éducation artistique culturelle, les grands piliers des grandes œuvres de l'esprit qui marquent une grande poésie, une grande vibration, de même qu'on doit savoir admirer nos paysages, ressentir la force de la roche en Corse ou en Bretagne, regarder la beauté du Mont Blanc, sentir les fougères en Limousin. La politique, c'est physique aussi, c'est pas qu'intellectuel, ce n'est pas que conceptuel. Bah justement, on vous prête des ambitions nationales. Il nous reste une minute, à peu près une minute. Ça va être court, mais quelle est votre vision de la France? Pourquoi avez-vous tant envie de la défendre? Parce que je viens de l'évoquer, parce que c'est pour ça que je continue parce que notre pays est merveilleux, sur ce registre, parce que notre pays a une poésie, une vibration, parce qu'il y a la France ailleurs et on agace parfois, mais c'est un pays à part, quoi. Vous le voyez quand vous allez à l'étranger, parce que la France est belle, parce que la France peut être dans une ambition continentale européenne, une nation française souveraine et un continent civilisationnel qui est l'Europe, peut être un Eldorado au XXIe siècle. On n'est pas condamné à devenir la 3e division du monde. On peut rayonner, on peut créer de la prospérité, on a des paysages sublimes à condition d'arrêter l'enlaidissement des entrées de ville, etc. Le génie français va être à l'aise dans le XXIe siècle. Ce culte de la créativité, de l'invention, de l'insolence, Cyrano de Bergerac, l'esthétique y compris dans la défaite, tout cela, vont constituer des atouts dans ce XXIe siècle du numérique et de l'intelligence artificielle, vont
nous distinguer. Les Français sont, voilà, quand il y a une vibration française, Daft Punk, qui sont connus dans le monde entier. Il y a une esthétique française, et c'est à la fois des paysages, et c'est une géographie, et c'est un peuple, et c'est une histoire, et c'est un avenir. Donc ça vaut le coup qu'on se batte pour. En un mot, vraiment, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Je serai très présent à l'élection présidentielle, comme je l'étais aux précédentes, mais peut-être un peu plus. Voilà. Merci David Lisnard. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans toute vérité. Ce sera en direct du Salon de l'Agriculture. À la semaine prochaine. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.